eh bien, bonjour à vous tous. Alors, avant de présenter mon invité, je vais me présenter. Normalement, on fait le contraire, mais là, ça sera plus simple. Donc, moi, je m'appelle Chantal Delmas et je suis d'Espace Mars et du réseau européen Transform. Il y a une feuille ici, si vous souhaitez recevoir la newsletter d'Espace Mars et de Transform, vous inscrivez votre nom et votre mail et vous recevrez. Donc ça, c'est pour la partie pub de Transform et d'Espace Mars. Et donc, Benoît Boritz, qui est à côté de moi, a écrit un livre qui va sortir au mois d'octobre, c'est ça, qui s'appelle « Coopérative contre le capitalisme ». Et vous avez le flyer déjà qui l'annonce, et c'est pareil, ça vous pourrez le prendre quand vous le souhaiterez, même on peut le distribuer maintenant si vous le souhaitez. Donc voilà pour la partie publicitaire qu'on oublie toujours, donc j'ai préféré la faire au début. Voilà, donc ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à Espace Mars et à Transform, on a un séminaire sur les questions appropriation sociale, coopérative et commun, et qu'on a aussi un séminaire européen sur ces questions-là. Donc, nous travaillons dessus depuis plus de 2 ans. Et Benoît Boritz, donc, qui appartient entre autres à l'association pour l'autogestion, fait partie de ce séminaire, puisque c'est un séminaire, ce sont des séminaires qui sont co-organisés avec le maximum d'associations et d'organisations de la gauche alternative, on va dire. Donc, Benoît Boritz est journaliste à Regard. Et donc, il a écrit déjà un certain nombre de livres sur l'autogestion, dont celui-là qui va bientôt sortir sur coopérative contre capitalisme. Donc, le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est les reprises d'entreprises par leurs salariés. Donc, Benoît va aborder la question, mais on est ici pour faire de la politique, donc on ne va bien sûr pas se contenter de faire de la description des reprises d'entreprises, mais de voir les questions politiques que cela pose et éventuellement les propositions concrètes que cela peut occasionner et que l'on pourrait traduire dans notre projet politique. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Benoît, à toi. Merci Chantal. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le Parti communiste français de m'avoir invité lors de son université d'été pour parler de cette question des reprises d'entreprises par les salariés. Mon propos se décomposera, je dirais, en 3 parties. Le premier porte sur ce phénomène actuel des reprises d'entreprises par les salariés, qui est un phénomène de plus en plus international et mondial, et un phénomène nouveau. Le deuxième porte sur une question politique, c'est comment aborde-t-on cette question. Et le troisième serait une série de propositions relatives à ces reprises d'entreprise par ces salariés, qui sont plus ou moins des propos qu'effectivement je reprends dans le livre à paraître aux éditions Sileps. Bien, alors, commencer les reprises d'entreprises par les salariés en coopérative, c'est un phénomène nouveau. C'est un phénomène nouveau en ce sens que, d'une façon générale, et notamment pendant le XIXe siècle, les premières coopératives de travail qui se sont lancées partaient sur la base de création ex nihilo. On crée une coopérative de travail, on est quelques travailleurs, on crée une entreprise de travail, et puis on va, je dirais, se lancer là-dedans. Même Louis Blanc et ses ateliers sociaux, qui deviendront les ateliers nationaux en 1848, sont essentiellement des créations impulsées par l'État, bien sûr, puisque c'était dans la théorie même de Louis Blanc, mais ce sont des créations in extenso. Et on commence à voir un phénomène apparaître de transformation d'entreprises capitalistes, de sociétés de capitaux en entreprises reprises par leurs travailleurs, dans la décennie 1990 au Brésil. Alors bien entendu, vous me citerez très probablement des cas qui ont eu lieu avant, mais je dirais à cette échelle, ce sont des cas isolés, mais à cette échelle, c'est vraiment quelque chose de neuf. En dehors des périodes, bien entendu, révolutionnaires, où d'ailleurs on ne parle même plus de coopérative dans ces cas-là, d'expropriation, comme on a pu le voir, bien entendu, à Turin
en 1918-19, comme on a pu le voir plus tard à Barcelone et autres, donc voilà, toutes ces périodes. Donc je passe sous silence. Ça démarre au Brésil avec quelques exemples d'entreprises qui repassent, et puis ça va se propager ensuite en Argentine, à la faveur de la crise monétaire de 2001-2002. Énormément d'entreprises sont soit abandonnées par leurs patrons, soit tout simplement les patrons ne payent plus les salaires et sont occupés par les salariés pour ensuite être reprises sous forme coopérative par leurs salariés. On a un phénomène énorme, c'est ce qu'on appelle le phénomène des entreprises récupérées, phénomène relativement important en Argentine qui commence à avoir un poids, je dirais, dans l'économie. On aura ensuite ce phénomène, mais d'une façon relativement courte, au Venezuela, à une échelle de masse, aux alentours des années 2004-2005. Malheureusement, pas toujours avec les résultats qu'on attendait. Et puis, assez curieusement, la crise de 2009, je parle de la crise économique de 2009, va mettre cette question à l'ordre du jour en Europe, alors qu'on ne l'avait jamais vue depuis longtemps. Hormis quelques exemples sporadiques, encore une fois, on peut toujours contredire par des exemples. Un des exemples connus, c'est par exemple l'entreprise Seralep en France, en 2004, qui est une entreprise qui fabrique des isolateurs électriques de très haute tension dans la Drôme, à Saint-Vallier, qui a dû subir une fermeture de la part de son actionnaire américain, qui déciderait volontairement de mettre cette entreprise en dépôt de bilan. C'était 2004. Et là, les salariés et leur section syndicale CGT vont se lancer dans un projet de reprise de l'entreprise en coopérative de travail, on dit SCOP en France. Une opération largement réussie, puisque cette entreprise, plus de 10 ans après, fonctionne toujours, qu'elle a embauché et que les salaires ont été augmentés, alors qu'ils n'avaient pas été modifiés entre le moment où il y avait l'actionnaire américain et le moment de la reprise. Donc une reprise vraiment réussie. Toutes ne sont bien entendu pas réussies à ce point. Donc je dirais une petite exception 2004, mais à partir de 2009-2010, on va assister à un tournant très très fort en France dans ces reprises. Alors on va... je dirais que l'exemple évidemment le plus médiatique, et malheureusement qui nous est revenu en boomerang cet été, c'est bien entendu Cifrance, dans lequel la section CFDT de Cifrance en 2010, face au dépôt de bilan de Cifrance et l'impossibilité de recapitaliser l'entreprise, a proposé la création d'une SCOP qui reprendrait l'intégralité des contrats de travail de l'ancienne Cifrance, avec, je dirais, le rachat des bateaux pour 1 euro symbolique, avec la garantie de maintenir les emplois. On sait que le gouvernement Sarkozy de l'époque n'en a pas voulu, a volontairement liquidé l'entreprise, et ils sont rentrés dans une solution, je dirais, entre guillemets, un peu bâtarde, dans laquelle c'est Eurotunnel qui a racheté les navires, et Eurotunnel affrétait à la SCOP Cifrance des traversées, demandait de réaliser des traversées pour le compte d'Eurotunnel ou de sa filiale Mail-Ferry-Link. Donc on avait ici une SCOP un peu entre deux, qui était complètement dépendante d'un donneur d'ordre, qui explique d'ailleurs la crise qui est arrivée cet été et qui a abouti à la liquidation malheureusement de la SCOP, mais je ne reviendrai pas dessus, on peut peut-être en revenir dans le débat, ça je dirais la décision vous appartient là-dessus. Autre exemple, et qui démarre à peu près au même moment, c'est les Fralib. Bien sûr, les Fralib à Marseille, l'usine de conditionnement de thé et d'infusion que le groupe Unilever veut fermer. C'est à peu près à la même époque. Très vite, les travailleurs, les salariés de Fralib disent ben non, il est hors de question que la production s'arrête sur le site de Gemnos dans les Bouches-du-Rhône. Il en est hors de question. Et dans un premier temps, ils disent les machines ne sortiront pas. Puis petit à petit, un projet de reprise en SCOP va mûrir. Ça va durer à peu près 1 an pour que ce projet mûrisse. Et aboutisse à un contre-projet face au plan social, entre guillemets, du groupe Unilever. Plan social qui réussiront à remettre en cause en justice. Et ils présentaient leur reprise en SCOP comme étant une solution alternative.
Comme vous le savez, il y a maintenant un petit peu plus d'un an, ils ont réussi, je dirais, signer un protocole d'accord avec Unilever dans lequel ils repartent en scope. Et je dirais que cet été, ils sont pas. On m'a posé la question, tiens, pourquoi ils ne sont pas là à l'université d'été cette année? La réponse est très très simple, c'est qu'ils bossent. Ils bossent dur, ils sont en train de relancer leur production et ils ont bien l'intention d'être présents dans les chaînes de distribution à l'automne, à l'époque où on aura les premiers frimas et on sera bien content d'avoir des thés et des infusions pour se réchauffer. Voilà. Autre exemple, bien entendu, c'est les Pilpas avec la Fabrique du Sud. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est une histoire qui finalement est relativement similaire à celle de Fralib, à peut-être une plus petite échelle, mais ils ont démarré, eux, un conflit beaucoup plus court que les Fralib. Les Fralib, 1336 jours, on le sait. Eux, c'est un conflit qui va durer 9-10 mois à peu près. Protocole d'accord, ils redémarrent à 20 personnes. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'ils tournent. Ils ont fait une première saison extrêmement réussie. Et comme je suis en contact régulier avec eux, j'ai le sentiment que cette deuxième saison, puisque c'est très saisonnier, c'est les glaces, se passe plutôt bien. Les Parisiens, je vous le signale, ils sont surtout distribués dans le sud. S'il y a des Parisiens dans la salle, sachez qu'ils sont maintenant chez Auchan. Alors dans les grands magasins probablement, mais ils ont obtenu, je vous dis une bêtise, c'est Carrefour. Je vous dis une bêtise, Carrefour en Ile-de-France, donc allez guetter. Voilà. Bon, je referme la parenthèse. Et au-delà de ces deux exemples emblématiques dans lesquels la reprise en scope par les salariés se fait dans le cadre d'un conflit social, on a aussi énormément d'exemples dans lesquels ça se fait suite à une faillite économique réelle. C'est-à-dire que quand on parle de fermeture, par exemple, Serralep était une faillite, mais une faillite carrément frauduleuse. On a aussi des exemples de faillites qui sont des faillites réelles. Ce n'est pas le capital qui a décidé mais c'est le capital qui n'a pas su très clairement maintenir l'entreprise. Alors là, on peut en citer des exemples, il y en a beaucoup plus encore. On peut citer Fontanille dans la Haute-Loire, c'est du textile. On peut citer la librairie des Volcans à Clermont-Ferrand. On peut citer, malheureusement, ça s'est terminé, Bureauforme dans la Mayenne. On peut citer la SET en Haute-Savoie. On peut citer, les fonderies Gillet à Albi. Enfin voilà, vous voyez, la liste est très très longue, mais vraiment, je dirais, passionnante. Alors, toute la question est de se poser, qu'est-ce qu'on fait de cette affaire-là? C'est intéressant. On regarde ça d'une façon sympathique, ouais, c'est bien. On remarque d'ailleurs qu'avec ces reprises, l'attitude de la presse a largement changé par rapport à ces reprises. Regardez le nombre de fois que sur un journal télévisé, on parle de scope, avec toujours la même ritournelle. La scope, cette formule d'entreprise dans laquelle les salariés contrôlent le capital et dirigent leurs entreprises, etc. Trucs comme ça. Et tout le monde le voit d'une façon sympathique. C'est ça qui est absolument incroyable. Et quand je dis tout le monde, c'est y compris la droite, pour des motivations relativement douteuses d'ailleurs. Rappelez-vous le ministre Estrosi de l'Industrie qui disait « Ah ouais, dans l'automobile, la scope, c'est pas mal pour les modèles de sous-traitance. » Sous-entendu, le capital a tellement serré les sous-traitants qu'aujourd'hui, exploiter sous mode capitaliste dans le domaine des pièces détachées, c'est difficile. Donc la solution, c'est peut-être de se passer du capital et puis que les travailleurs s'auto-exploitent. C'est ça qui nous dit potentiellement Estrosi. Donc la question qui est posée, bien entendu, c'est comment on voit ce mouvement. Est-ce qu'on se contente d'accompagner en disant « Ah ouais, c'est sympa, c'est bien, on soutient ». Alors soutenir dans la lutte, etc., clairement, oui, il faut le faire. Mais voir un petit peu ailleurs. Et à mon sens, c'est un mouvement qui commence à être passionnant. J'ai oublié de dire qu'on ne le voit pas qu'en France. Vous avez les mêmes choses qui se passent en Italie, on a l'exemple de l'entreprise Viomé en Grèce, etc. On voit que c'est quelque chose qui, dans la Grèce, commence un petit peu à émerger en Europe. Marginal, je vous l'accorde, mais intéressant. Alors comment on voit? Moi, je vais le voir d'une façon relativement simple. Si on regarde les coopératives de travail aujourd'hui, elles sont marginales, clair. Mais du point de vue des réussites, elles se comportent mieux que les entreprises capitalistes. Et ça, c'est un signe. Je vais citer juste un exemple. On dit que le taux de pérennité des scopes à 3 ans, il est de 76%, alors qu'il est de 65% l'ensemble des autres entreprises. C'est un des chiffres. On a aussi des chiffres à 5 ans, qui nous donnent un petit peu la même chose. Ce sont aussi des entreprises qui sont plus solides que les autres. Aujourd'hui, 22%, 23% des scopes ont plus de 20 ans. Alors que si je regarde l'ensemble des entreprises françaises, c'est 18%.
D'accord? Alors vous pourriez me dire, ouais d'accord, mais ça c'est un mouvement vieillissant. Mais non, faux. C'est un mouvement qui croît. En termes de nombre de salariés dans les SCOP, c'est un mouvement qui croît d'année en année. L'année récente, la comparaison 2014-2013 est fabuleuse. On a une progression de 12% du nombre de salariés dans l'ensemble des SCOP françaises. Donc c'est quelque chose qui convient de prendre en compte. On est passé de quelque chose comme 44 000 à 50 000. On a passé la barre des 50 000 salariés dans les SCOP et SIC confondus. Je vous invite d'ailleurs, pour parler SCOP, SIC, et on en reparlera certainement sur les formes d'appropriation, il y a une conférence qui est tenue par Jean Huet, je crois que c'est dans la deuxième session de l'après-midi, de cet après-midi, qui, à mon sens, est relativement complémentaire de cette discussion que nous commençons à avoir ce matin. Donc voilà. Ensuite, on parle de... on dit souvent, les SCOP, ouais, c'est des petits trucs, c'est des micro-entreprises, etc. Je vais vous présenter un graphique, si l'ordinateur veut bien, mais je crois qu'il faut appuyer là-dessus. Non. Voilà, ça y est. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, vous avez ici un graphique, on dit souvent les SCOP, tout ça c'est des micro-entreprises, de services, des trucs. Faux, archi faux. On compare les SCOP par rapport à l'ensemble des entreprises, on s'aperçoit qu'en matière de micro-entreprises, il y a moins de SCOP que dans l'ensemble des entreprises françaises. Je rappelle que le SCOP c'est une moyenne de 20 salariés par entreprise, alors que la moyenne nationale est de l'ordre de 5. On s'aperçoit qu'effectivement c'est un mouvement très PME. C'est-à-dire qu'on passe de là, on est dans l'échelle de 10 à 249 salariés, c'est comme ça qu'on définit entre autres une PME, que dans la matière des entreprises de taille intermédiaire, les ETI, on s'aperçoit que c'est strictement la même chose, donc des grandes SCOP existent, savent travailler, et c'est vrai qu'en France, 0% dans les grandes entreprises, ça c'est vrai, c'est une question, mais vous avez l'exemple d'un groupe espagnol, Mondragon, groupe de 70 000 personnes de coopératives de travail qui se coordonnent, qui est donc comparable à une entreprise du CAC 40. Donc on voit que c'est quelque chose qui a quelque part de l'avenir, une forme en devenir. Je ne prêche absolument pas l'idée que la coopérative de travail, la SCOP, c'est une forme absolue d'appropriation sociale. Non, c'est quelque chose qui devra évoluer. Et ça rejoint le débat politique que nous devons avoir aujourd'hui. Alors, je reviens à ma question, est-ce que l'on doit accompagner, dire ouais c'est sympa et tout, c'est très bien, ou est-ce qu'au contraire on doit, et comment on doit voir cette chose-là? Je vais partir d'un autre point de vue. Si on regarde maintenant depuis 30 ans, on s'aperçoit que le progrès social, il est en berne. Il n'y a que des reculs, on n'enregistre que des reculs, très clairement. Lorsqu'on gagne des victoires, c'était le cas, par exemple, contre le CPE, c'était le cas contre la réforme des retraites, la contre-réforme des retraites en 1995. Nos victoires, c'est simplement pour geler les plans. Il n'y a pas d'avancée. On n'a pas un mouvement, comme par exemple en mai 68, où on a obtenu des choses. Il n'y a plus, très clairement, en 81, des choses ont été gagnées. Si minimes soient-elles, mais elles ont été gagnées sans contrepartie. Aujourd'hui, il n'y a plus. C'est une véritable question qu'il faut se poser. Et paradoxalement, je vais vous citer une phrase et on pourrait se dire mais ouais mais en fait on aurait tout pour gagner. On aurait tout pour gagner. Alors je vais citer une phrase de Pierre Laroutourou de Nouvelle Donne, donc un parti qui, je ne sais pas si on peut dire qu'il nous est proche, mais en tout cas qui est dans le périmètre, je dirais, d'une gauche d'opposition au Parti Socialiste aujourd'hui, au moins disons cela. Pierre Laroutourou disait en 2008, dans un livre qui prônait la sortie du sarkozysme, il disait « Les chiffres de l'INSEE sont éloquents. En 25 ans, la part des salaires dans le PIB a baissé de 11%. Alors que les salaires plus cotisations, représentent 78% de la richesse nationale au début des années 80, ils ont baissé jusqu'à n'atteindre plus que 67%. 11 points de chute, sur un PIB de 1800 milliards, ce sont cette année quelques 200 milliards d'euros qui vont rémunérer le capital, alors qu'ils iraient aux salariés si le marché du travail retrouvait l'équilibre de 82. Bon, quand on lit une phrase comme ça, on se dit, purée, comment ça se fait que nous, à gauche, on n'est pas capable d'établir des majorités là-dessus? Il y a le pognon. Il y a le pognon, on pourrait établir des politiques sociales. C'est que c'est pas si simple que ça. Alors, je passe sur le fait que Pierre Laroutourou parle de l'ensemble du PIB, ce qui est une erreur globale, puisqu'en fait, on devrait plutôt partir
de certains secteurs institutionnels des sociétés non financières, des sociétés financières, peut-être entreprises individuelles non financières, mais pas de l'ensemble de l'économie, puisque dedans vous avez le secteur public, le secteur associatif et autres, et que je répare des salaires dans ces secteurs, c'est très très discutable comme notion. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est de faire en quelque sorte une espèce de système comptable, dans lequel on dit bah, c'est facile, le PIB c'est un gâteau, et puis ma foi on va se le partager, on va pousser le curseur, et puis tout va bien aller, il suffit de, et puis ça marche. Ben non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça parce que ben, y a des théories économiques qui s'opposent, et qui sont toutes valides, mais qui sont contradictoires les unes aux autres. Vous avez d'abord les théories des post-keynésiens, des gens de gauche, hein, l'école de Cambridge, des années 50, 60, qui dit ceci, qui dit si vous montez la part des salaires dans le PIB, dans la valeur ajoutée, comme les salaires se dépensent plus que les dividendes, puisque si jamais on prend sur les salaires, on va diminuer les dividendes, alors vous allez avoir une augmentation de la demande, et cette augmentation de la demande va inciter les entreprises à investir, et donc on a une croissance du PIB, et donc le gâteau à partager grandit, donc tout va bien et tout le monde se retrouve. C'est quelque part un petit peu ce qui s'est passé dans la période dite, alors je sais que le terme est discutable, des 30 Glorieuses, et j'espère que ça va revenir, ouais super, voilà, et ça s'est passé plus ou moins comme ceci, et ça a marché. Mais on a encore une autre théorie, et c'est peut-être celle-là qui est plus d'actualité aujourd'hui, c'est celle de James Tobin, avec son coefficient Q, qui porte qui dit, enfin, bon, je ne reviens pas sur sa théorie, je vais faire plus simple, lui il dit, l'investissement, il est certes déterminé par la demande des entreprises, mais il est aussi déterminé par la valorisation financière de l'investissement. En d'autres termes, par la valeur des entreprises sur le marché, sur les marchés boursiers. Une valeur très positive incite l'entreprise à investir, puisque son investissement est immédiatement valorisé. Inversement, il incite à stopper les investissements. Donc on voit qu'on a là deux théories qui s'affrontent, aucune d'elles n'est fausse, elles sont toutes les deux justes. Mais la question est posée, laquelle prend le dessus sur l'autre? Ça c'est la question que nous devons nous poser. Je précise, alors on va voir quelques diapositives ici, qu'on retrouve. Bon voilà là ce que vous avez sur la part des salaires dans la valeur ajoutée brute, au coût des facteurs sur les sociétés non financières pour, je dirais, revenir sur l'interrogation de la rue. La question qui est posée sur la question de la valorisation des entreprises. La valorisation des entreprises est donnée par les dividendes. C'est la valeur actuelle des dividendes futurs qui donne une valorisation à l'entreprise. Une valeur actuelle, ça signifie qu'on va déprécier un dividende dans le temps. Un dividende, par exemple, de 10 à 10 ans, vaut moins aujourd'hui qu'un dividende de 10 à 2 ans. Je prends cet exemple, d'accord ? Donc ce qui peut contrecarrer cette érosion, c'est la croissance. Or, si on regarde aujourd'hui la croissance, vous avez ici la croissance du PIB en volume en France, ben, on s'aperçoit qu'on a clairement une tendance à la baisse. On voit bien que la tendance nous amène, et je ne suis qu'à 2013 ici, à quelque chose de proche de 0,5%. Et ça rejoint les débats économiques actuels. On peut aussi dire en termes de croissance, attendre quelque chose de la productivité. Or, la productivité, alors beaucoup nous font tout un cinéma, notamment par exemple du côté de chez Jeremy Rifkin, ce type d'auteur, sur l'automatisation, la robotisation, l'intelligence artificielle, qui permet effectivement de se passer de travail humain et qui permet d'augmenter la productivité. Bon, tout ça sont des belles choses sur le papier qu'on écrit, mais lorsqu'on se confronte à la réalité des chiffres, et ici je ne fais que produire les chiffres de l'INSEE, on voit qu'on a la même tendance à la baisse de la productivité sur les choses, et qu'on s'aperçoit que tous les phénomènes d'automatisation, robotisation qu'on a pu connaître ont été connus sur les années précédentes. Y aura-t-il une inversion? Nul, bien entendu, ne peut le prédire, mais pour l'instant, on est sur cette tendance. Alors, dans cette situation, quelle a été la réponse un petit peu du capital? Ça a été de dire, pour avoir des valorisations, on se bat sur du dividende. Et on se bat sur du dividende avec ceci. On distingue bien 4 périodes qui sont intéressantes. La période
de l'immédiat après-guerre, où les dividendes étaient déjà forts et ont brutalement monté, une période où on avait un besoin absolument fou de capital et il fallait se mettre au boulot et je veux dire, ils se permettaient un petit peu tout ce qu'il valait. Ensuite, un début, je dirais, de conflictualité de classe, de rattrapage des salaires qui fait que les dividendes ont baissé, mais les dividendes ont baissé, rappelons-nous, dans une période de forte croissance encore, qui se tenait. Jusqu'à l'arrivée au point bas qui se retrouve effectivement en 1976 à peu près à ce moment-là, où, alors on n'est pas encore dans le néolibéralisme, mais on commence à se préparer à cette nouvelle phase, les possédants commencent à se rendre compte qu'il y a un besoin de remonter, c'était clairement une période charnière qui remonte après, se confirme lors du néolibéralisme, pour un retour des dividendes qui va encore monter de façon plus forte après l'éclatement de la bulle Internet, c'est-à-dire que là, la bulle Internet, on croyait beaucoup à la croissance, on croyait beaucoup à une révolution technologique qui amènerait, etc. Donc on se calmait un peu. Non, ça n'est plus le cas. Remonter jusqu'à la crise de 2009, où là, on s'aperçoit que cette fois-ci, alors on entend souvent les dividendes du CAC 40 augmentent, les dividendes des entreprises françaises, ça n'est pas vrai. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec la crise, et on retrouve la même chose d'ailleurs sur le partage de la valeur ajoutée, si vous allez sur ces graphiques, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a un véritable combat qui se mène, que le patronat est en train de nous mener sur ces questions. Aujourd'hui, lorsque le patronat demande la réforme du marché du travail, lorsqu'il demande, etc., il ne faut surtout pas, et je pense que ça serait une erreur, penser qu'on a affaire à un patronat gourmand, et puis c'est tout, et qu'un patronat moins gourmand, ma foi, ça irait bien. Non. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une question centrale de lutte des classes qui est posée, dans lequel je crois que le patronat exige ces contre-réformes, et qu'en face, nous devons nous battre pour les empêcher, les annuler. Il faut savoir que ce combat pose une question, c'est la question des investissements. C'est-à-dire que très clairement, si on mène ce combat d'une façon résolue, je dirais que ce qui nous... Alors certes, il y aura toujours des profits, mais ce qui nous menace, c'est la question des investissements. C'est-à-dire que le patronat s'engage dans une grève des investissements, arrête de sous-évaluer, arrête d'investir. Problème, quand on voit ceci, c'est que c'est déjà quelque chose qui se produit. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde les courbes, je n'ai malheureusement pas amené de graphique ici, mais quand on regarde l'évolution des investissements sur une longue période, on voit qu'il y a une baisse des investissements bruts. Et ce qui est le plus intéressant, c'est de travailler sur les investissements nets, c'est-à-dire les investissements moins les amortissements, donc ce qui représente le véritable. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est sur des niveaux qui sont relativement proches de zéro. C'est-à-dire qu'on peut s'interroger, est-ce que dans les conditions actuelles, la grève des investissements n'a pas commencé? Et ça, on le sait que pour nous, c'est bien entendu préjudiciable. On a besoin d'investir pour que l'économie, ne serait-ce que pour que l'économie se poursuive. On peut investir sur d'autres choses, on peut investir sur du socialement utile, sur de l'écologiquement utile, mais on en a fatalement, je dirais, besoin. Donc ça pose un petit peu une question qui est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est là que ce mouvement, je dirais, pour les entreprises récupérées, pour les coopératives de travail, nous intéresse. Parce que qu'est-ce que sont ces entreprises, si ce n'est des entreprises dans lesquelles le conflit de classe a déjà disparu? C'est-à-dire que lorsque les salariés reprennent leur entreprise, très clairement, il n'y a plus de patron. Ça ne veut pas dire que ça se passe mieux. Aujourd'hui, les expériences de reprise d'entreprise par les salariés sont relativement délicates, se passent dans des conditions souvent difficiles. La question pour nous, c'est comment faire pour que ça ne se passe plus dans des conditions difficiles. C'est ça la question qui, je pense, est posée. Donc, aujourd'hui, je crois qu'à gauche, on parle beaucoup, effectivement, de propositions sociales. On parle, par exemple, alors j'ai vu que Martinez, de la CGT, a relancé l'idée d'une réduction de travail pour venir à bout de chômage, et on ne peut que le pousser dans ce sens, il me semble. Là n'est pas le propos de notre discussion aujourd'hui, bien sûr, mais si on dit RTT, on dit RTT sans perte de salaire mensuel, avec des embauches correspondantes. Donc augmentation de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Aujourd'hui, on met fréquemment en avant l'abandon et le retour en arrière sur les 5 contre-réformes des retraites qui ont eu lieu. Là encore une fois, c'est augmentation des salaires dans la valeur ajoutée.
Sur le dernier ANI dans lequel on a parlé de mutuelle obligatoire, c'est vrai qu'on s'interroge, on a été un petit peu muet, il me semble, là-dessus, mais on aurait dû probablement y opposer une sécurité sociale qui monte en charge et qui va vers une prise en charge à 100% de tout ce qui est frais médicaux, plutôt que cette complémentaire santé qui va être négociée entre partenaires sociaux avec encore quelque chose à la charge des salariés, probablement. Donc, toutes ces choses-là. Toutes ces mesures qu'on peut décliner, et là n'est pas l'objet, je dirais, de ce débat, de cet atelier, tendent vers une chose, l'augmentation des salaires socialisés dans la valeur ajoutée, qui se pose à la question de l'investissement. Or, nous sommes aujourd'hui dans une société qui reste dominée par les sociétés de capitaux. Société dans laquelle, bien entendu, les actionnaires, ceux qui ont mis de l'argent dans la boîte, sont propriétaires, décident. Quelle alternative pouvons-nous y opposer? Je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile, compte tenu des situations actuelles, de dire on va faire un programme en 2 temps, un programme en réforme, on va gagner en part des salaires sur la valeur ajoutée, et plus tard, on parlera de la transformation sociale. Je pense que les deux doivent se mener de front, simultanément. On ne peut pas mener l'un sans l'autre, comme tous ces éléments nous le montrent. Donc, la question posée, quelles sont les propositions? Donc, je vais présenter quelques propositions qui font d'ailleurs partie de mon livre, mais je vais les présenter brièvement, et peut-être que le débat permettra d'avancer dessus. Le premier serait une péréquation de la richesse disponible, pour faire simple, de la valeur ajoutée entre entreprises, à mettre en place dès maintenant. Vous remarquerez que la première chose qu'on nous oppose lorsqu'on parle d'augmenter la part des salaires dans la valeur ajoutée, c'est de dire « Wow, mais comment vous allez faire pour les petites entreprises? Attendez, nous on a déjà du mal à payer les SMIC, comment on va faire? C'est quand même pas... c'est quand même pas, c'est pas simple. Je ne vais pas revenir en détail sur toute une série de choses. Alors surtout, je ne veux absolument pas dire que les petites entreprises ne gagnent pas d'argent par rapport aux grandes. Je dis juste qu'il y a une tendance, encore une fois. Et la mesure ne porte absolument pas sur séparer les natures d'entreprises. Mais on voit très clairement, quand on regarde ici. Alors, je mets de côté les micro-entreprises, qui sont relativement atypiques. Ce qu'on appelle les micro-entreprises, c'est inférieur à 10, dans lequel on a de tout. On a le garagiste du coin qui peine à tirer quelque chose, on a un petit sous-traitant aux ordres, et puis on a inversement des professions libérales qui gagnent beaucoup. Donc on a quelque chose de relativement atypique en termes de valeur ajoutée par salarié par rapport aux autres entreprises. Vous voyez, on est à 88, alors qu'on voit une courbe très clairement ascendante quand on passe des PME aux ETI, et ensuite les grandes entreprises. Et chose très intéressante, on s'aperçoit qu'en matière de salaire brut, on a une progression. Bien sûr, on est globalement mieux, encore une fois, c'est globalement, c'est de la statistique, mieux payé dans les grandes entreprises que dans les petites, ça nous le savions tous a priori d'une façon générale, mais vous remarquerez que la courbe n'est pas aussi forte que celle de la valeur ajoutée par salarié. Donc, le profit se concentre où? Sur les très grandes entreprises, d'une façon globale. Donc l'idée de cette péréquation, quelle est-elle? Elle est de dire, à partir du moment où on augmente la valeur ajoutée, la part des salaires dans la valeur ajoutée, nous allons opérer une péréquation de toutes les entreprises. Donc c'est un nouveau régime de sécurité sociale qui complète les régimes existants, dans lequel toutes les entreprises sont assujetties, dans lequel on dit par exemple qu'on va partager 30% de la valeur ajoutée, c'est un exemple, ça peut être 30, ça peut être 40, ça peut être plus, dans lequel on va le prendre et le redistribuer de façon strictement égale en fonction de la valeur ajoutée. Alors ici, un petit tableau que vous retrouverez dans le bouquin, un exemple typologique de 3 entreprises, un nombre de personnes 15, une microéconomie, la richesse produite par personne, on voit qu'elle est relativement différente entre l'entreprise 1, 2 et 3. Donc on passe de 6 à 12, 9. Lorsqu'on opère une péréquation, ici je l'ai faite sur la base de 50%, c'est-à-dire qu'on enlève 50% pour redistribuer par nombre de personnes. On s'aperçoit que cette richesse produite par personne après péréquation, je passe les détails, passe non plus de 6 à 12,5, mais de 8 à 11,4. C'est-à-dire qu'en fait l'écart s'est réduit. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'on monte
la part des salaires dans la valeur ajoutée par différentes mesures, RTT, autres qu'on a décrites avant, le SMIC forcément qui augmente, etc. On va donner pour les entreprises à faible valeur ajoutée un ballon d'oxygène. Ce ballon d'oxygène, une fois de plus, il sera pas, une fois différent, ne sera pas pris sur le budget de l'État, comme ça se fait actuellement avec les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires. Ça, c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Il faut rompre avec ceci. Mais dans le cas présent, c'est un mécanisme interentreprise et ce sont les entreprises qui font du profit. Ce profit sera transféré vers les entreprises à faible valeur ajoutée de façon à permettre l'augmentation de la part des salaires dans les valeurs ajoutées viable dans les entreprises à faible valeur ajoutée. On peut parler de cette mesure de différents aspects. C'est aussi une mesure, je dirais, qui rentre dans le cadre d'une démarchandisation de la force de travail, qui me paraît quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'à partir de l'instauration de cette mesure, je dirais, une partie du revenu n'est plus du tout déterminée par les mécanismes marchands. Aujourd'hui, c'est 100%. Introduire ce facteur, ça permet de démarchandiser progressivement. Je ne pense pas qu'on démarchandisera du jour au lendemain, mais c'est une mission historique que nous avons, je crois, d'aller vers la démarchandisation. Ça, je ne vous l'apprendrai pas. Autre mesure qui me paraît essentielle, c'est relative à l'investissement et je vais m'arrêter là-dessus. Commencer à créer, en même temps que nous avons une politique sociale, de nouveaux droits d'intervention des salariés dans la gestion de leur entreprise, qui préfigurent un régime dans lequel ils dirigeront, dans lequel ils peuvent proposer des investissements, dès l'instant qu'ils s'aperçoivent que l'entreprise n'investit plus, que l'entreprise est en berne là-dessus, ne crée pas d'emploi, possibilité de présenter des contre-plans à ce sujet, qui seront soumis à un secteur, on parle toujours de secteur public, financier, socialisé, possibilité de trouver des financements, j'en parle encore dans le livre, via des cotisations investissements, on en parle. À partir de ce moment-là, accepté ou pas accepté par le patronat, les actionnaires, et au cas où ça n'est pas accepté, l'extension du droit de préemption. Alors pour l'instant, le droit de préemption, on l'a surtout travaillé sur les changements de propriété, mais peut-être l'étendre effectivement à des situations de conflit interne à l'entreprise, dans lequel les salariés, au cas où il y a refus de l'actionnaire de réaliser un investissement qui a été préfinancé par le secteur financier public. Donc possibilité de préempter l'entreprise et de transformer, je dirais, l'entreprise sous forme coopérative. Encore une fois, je ne me limite pas. Pour moi, la forme coopérative est une forme intermédiaire, peut-être qu'on en reparlera dans le débat, mais c'est une forme en tout cas dans laquelle, je dirais, le conflit de classe a été, je dirais, aboli. Et je pense bien entendu qu'on est victime des mécanismes marchands, mais c'est dans la généralisation de ce mouvement de reprise d'entreprise par les salariés qu'on réalisera probablement l'appropriation sociale que nous rêvons tous. Je vais m'arrêter là pour laisser place au débat. Ouais.